meurtriers en Sierra Leone, alors que d'autres pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire en sont miraculeusement épargnés. On peut s'interroger avec certains spécialistes comme le docteur Guy Alovor, chirurgien, historien de l'Afrique, que nous avons rencontré, sur l'origine du virus. Sachant que les laboratoires, malgré cette grande campagne élaborée depuis l'épidémie de 1976 au Congo-Zaïre, ont échoué à en prouver l'origine naturelle, alors qu'existent des stocks entiers de virus dans les centres P4 sous administration militaire, comme celui inauguré récemment par le ministre de la Défense, M. Le Drian, en Essonne. On est allé jusqu'à des psychoses déstabilisant complètement l'existence quotidienne, au point où des quartiers entiers, des villes, voire des pays entiers sont mis en quarantaine. Je ne sais pas comment on met un pays en quarantaine, c'est une donnée médicale que je vais pouvoir apprendre pour rajouter à mes connaissances. On aurait même ordonné aux militaires de tirer à vue sur des gens qui tenteraient de franchir des frontières ou des choses comme ça. Mais il y a une donnée qui doit retenir notre attention, on doit s'y intéresser un petit peu, c'est de demander à M. Alassane Ouattara la recette de la protection dont est l'objet la Côte d'Ivoire, qui est frontalier avec deux de ces pays-là. Je parlais du Libéria et de la Guinée-Conakry. Si la Côte d'Ivoire n'a connu aucun cas jusqu'alors, c'est qu'il a un secret, M. Ouattara. Qu'il partage ce secret-là avec ses frères africains, ça serait sympathique. Certains pays aient pu avoir l'antidote. Parce qu'il faut reconnaître que ces filovirus qui sont les plus dangereux, les plus foudroyants, en termes de fièvre virale et hémorragique, ont des stocks entiers dans ce qu'on appelle des laboratoires P4 ou BSL-4. C'est Biological Security Level 4. C'est-à-dire, c'est le niveau suprême en termes de dangerosité d'agents pathogènes. Et ces laboratoires sont des laboratoires souvent souterrains et dépendants, non pas des ministères de la santé publique, mais des armées. Donc il s'agit, il faut le dire, il faut appeler un chat, il s'agit d'agents destinés à la fabrication d'armes biologiques. Et le P4 qui est à côté de chez nous, là, dans l'Essonne, ça dépend non pas de ministère de la Santé, comme je disais tantôt, mais de la Direction Générale des Armées. Ça a été inauguré même l'année dernière par, non pas Marisol Touraine, mais par Yves Le Drian. Si le réservoir naturel n'existe pas en Afrique, et que on a des stocks dans des laboratoires P4, dont la cartographie est disponible, tout le monde peut consulter ça, et que la survenue des épidémies n'obéit à aucune loi naturelle, je vous laisse tirer les conclusions. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. D'aucuns disent que oui, je vais m'arrêter là. Bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui donc le 2 septembre 2021. Je fais cette vidéo, je reviens sur les événements en Côte d'Ivoire à nouveau. Là, c'est le docteur Guy Alovor, qui est d'origine togolaise. Il est chirurgien orthopédiste et puis traumatologue. C'est un brillant garçon, un brillant homme, du moins. Je vais vous faire parvenir le lien. Hein. Mais c'est une interview qu'il a donnée, figurez-vous, en 2015. Et là, je la reprends parce que je l'avais déjà diffusée dans mes vidéos passées. Et comme j'ai vu que l'actualité en Côte d'Ivoire, on parle d'un cas d'Ebola, je me suis dit, ben, tiens, ce serait bien de repasser en fait cette interview-là du docteur Guy Alovor. Il est très averti, hein. Il a même à l'époque fait des conférences. Bon là, ces derniers temps, il se concentre sur son travail. Bon, j'ai toujours pensé aller le rencontrer, parce que je ne suis pas tout à fait disponible, j'allais dire, mais sinon j'y pense souvent, c'est-à-dire je le rencontrer et puis échanger avec lui pour savoir quel est son point de vue aujourd'hui, depuis 2015, quand il tenait des conférences sur les usines P3 et P4. Voilà, d'autant que entre-temps, quand lui faisait cette interview-là, quand il la donnait, il n'était pas question encore pour le grand public, hein, pour un très très grand nombre du Covid-19 et comment dire, du coronavirus et tout ça, vous voyez. Donc, pourquoi je montre le docteur Guy Alovor? Mais en fait,
à l'époque, en 2015, il disait que comment se fait-il que il y a le problème d'Ebola comment on appelle ça, en Guinée, Conakry, en Sierra Leone, au Libéria, et puis la Côte d'Ivoire qui est frontalier avec le Libéria et la Guinée, ben, il n'y a rien. Et c'est la raison pour laquelle il a interpellé à l'époque, en 2015, le président Alassane Ouattara en lui disant « Écoutez, si vous avez quelque chose de magique, ce serait bien de le partager avec les frères africains. En tout cas, les pauvres victimes de Sierra Leone, de Libéria, de Guinée, et puis de Congo aussi, enfin un peu partout, enfin, quelques pays en Afrique. Voyez-vous ?» Donc moi, ça m'avait alerté la première fois que j'ai vu cette interview-là. Je dois dire que je l'ai vu en 2019, son interview. Voilà. Et ça date de 2015. Vous comprenez? C'est extraordinaire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que finalement, l'État ivoirien a laissé entendre qu'il y a une dame, une Guinéenne, qui est rentrée en Côte d'Ivoire récemment, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, et qui serait porteur de virus de Ebola. Sauf que après examen, après étude, il est avéré par comment on appelle ça, des laboratoires ici même en France, et puis aussi l'OMS qui dit que non, finalement, il n'y a pas des cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et que cette dame-là, il n'y a rien du tout. Donc on se pose la question de savoir pourquoi, quelles sont les motivations. Bon, naturellement, comme on n'est pas dupe, on se dit que finalement, on est en pleine, comment on appelle ça, campagne vaccinale pour le coronavirus, quand on sait très bien que l'Afrique, c'est le continent qui est le moins touché. Alors qu'auparavant, quand ça avait commencé en 2020, souvenez-vous, on disait que c'était l'hécatombe pour l'Afrique. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, fin août 2021, l'État ivoirien, avec M. Alassane Ouattara en tête, comment on appelle ça, met cette question-là sur la table. Voyez-vous? Alors, quand on se renseigne, on apprend que, d'une part, ça pourrait être pour inciter les gens à se faire vacciner pour le coronavirus, alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Hein. Il y a toujours les plantes, hein, comment on appelle ça, la médecine, traditionnelle en Afrique, hein, qui est très développée et qui n'est pas encouragée, enfin, je dis. Hein, parce que normalement, les différents États devaient mettre beaucoup d'argent, parce qu'il y a des gens très qualifiés, hein, pour essayer de soigner les gens de manière plus naturelle. Et non pas les produits chimiques là qu'on injecte aux gens. Vous voyez, qui font gagner des milliards à certaines autres personnes. Suivez mon regard. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on apprend aussi que, par hypothèse, ça pourrait être aussi pour avoir de l'argent de la part des bailleurs de fonds. Et que M. Ouattara serait, pour boucler son budget, dans une recherche de 1 milliard, au moins je crois, 1 milliard de francs CFA, je ne sais plus. En tout cas, il a besoin d'argent pour son budget et c'est la raison pour laquelle il fait ce genre de démarches. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et vous voyez tout à l'heure, je vais vous envoyer le lien du docteur Guy Alovor qui explique que on est à se poser des questions. Je me rappelle, il avait dit dans une de ses conférences à l'époque que faut qu'on nous dise un jour d'où vient le sida en Afrique, d'où vient l'Ebola en Afrique, d'où ça provient. Et les gens qualifiés, les gens honnêtes, ils savent très bien. Hein. Il le dit d'ailleurs lui-même dans ses conférences et tout ça. Et il a posé la question, il a interpellé à l'époque, je m'en souviens aussi, l'Union africaine, l'ONU et tout ça. Alors c'est pour ça que je dis, je souhaiterais le rencontrer dès que je serai disponible. Parce que j'y pense souvent, parce que je me dis, franchement, je ne sais pas pourquoi il ne fait plus de conférences sur ces questions-là. Parce que lui, c'est un scientifique. Hein. Bon, donc voilà. On est dans une situation où la réflexion que nous devons avoir en permanence, c'est de dire quoi? C'est de se dire que il y a les néocolons, les Africains eux-mêmes, hein, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Sassou Nguesso, que dis-je encore? Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, c'est mon cheval de bataille, hein, c'est la zone franc CFA, voilà, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Voilà. Avec les drapeaux qui vont avec, hein, il y a 15 pays qui sont concernés, y compris les Comores. Et ces pays-là, les dirigeants de ces pays-là, ce sont eux qui font le sale boulot, hein, qui font du mal à leur peuple pour le bien-être de l'Occident. Parce que le but consiste à faire du mal, c'est-à-dire à oppresser le peuple, hein, à oppresser les citoyens des différents pays pour le bien des Occidentaux en général et des Français en particulier. Vous comprenez?
Et puis, dans l'actualité, on apprend aussi que il y a, comment dire, une découverte de production de pétrole, en fait, au large entre enfin, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est-à-dire, c'est des productions, ils appellent ça offshore, c'est-à-dire en mer. Et il y a une très grande découverte qui a été faite par un groupe italien qui est associé avec la Petrosi, la société ivoirienne. Et puis quand on fouille aussi, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le groupe italien a 90% de parts et la société ivoirienne n'a que 10%. Vous vous rendez compte? Alors ce qui est crucial aujourd'hui au XXIe siècle, c'est-à-dire fort du recul que nous avons, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser faire comme ça indéfiniment quand on voit la pauvreté qui sévit en Afrique, hein? Les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner, et les gens sont obligés d'aller se suicider. Moi, j'appelle ça le suicide collectif, hein, quand la jeunesse africaine meurt comme ça, comment dire, par milliers dans la Méditerranée. C'est un suicide collectif, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui emmène tout ça? Mais c'est la pauvreté, tout naturellement. Donc on se dit, est-ce que c'est normal qu'on laisse faire? Question. Parce que les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Sassou Nguesso, les Paul Biya, tous ces gens-là, mais ils sont tranquilles avec, évidemment, ceux qui travaillent avec eux, hein, avec ceux qui collaborent avec eux. Ah bah oui, il n'est pas question de prendre une seule personne. Non, 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 c'est une équipe. Ah bah bien entendu. C'est clair. Sinon, ça n'a pas de sens. Ben oui, parce que c'est pas M. Ouattara ou M. Macky Sall qui est partout. Non, non. Il y a des ministres, il y a des directeurs de cabinet, il y a des directeurs de fonction, de société. Il y a, voilà. Hein, donc, toutes ces personnes-là qui ont collaboré, voilà. Eh ben, il est question de bien les situer hein, par rapport aux responsabilités qu'ils ont. Hein, de la dégradation, comment dire, sanitaire, dégradation matérielle, dégradation économique, dégradation intellectuelle du peuple africain. Bien entendu. Donc je disais que le groupe italien Eni, hein, pour ne pas le citer, fait la découverte, là c'est récent, hein, il y a à peine une semaine, quelques jours, et donc il parle de découverte aussi bien au niveau du pétrole que du gaz. Alors évidemment, la convoitise des Occidentaux, c'est pas nouveau, mais là ça va être se renforcer de beaucoup plus encore, quand on voit que ils ont comment on appelle ça, des résistances, par exemple, l'actualité c'est l'Afghanistan. Et donc, nous les panafricains, on ne se cache pas à rêver à avoir, comment on appelle ça, la même réaction en Afrique. C'est-à-dire que les Africains puissent se réveiller pour de bon, et puis faire comme les Afghans, se libérer, faire partir ces armées d'occupation, que ce soit les Français ou les Américains, et que sais-je encore. La question aujourd'hui, c'est ça. Donc, il est question de transparence, parce qu'évidemment, là, quand on dit qu'on a découvert le pétrole et le gaz, en tout cas une grosse quantité, hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, eh bien, s'il n'y a pas de transparence, c'est toujours les mêmes qui vont continuer leur magouille, qui vont continuer leur spoliation hein, des biens qui appartiennent à tous les pays, à tous les citoyens. Là, en l'occurrence, la Côte d'Ivoire, donc les citoyens ivoiriens. Comprenez ? Donc la réflexion, elle doit porter dessus. C'est de dire, est-ce qu'on se dit, bon, c'est par fatalité, on ne peut rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce que moi, je dis, les richesses qui appartiennent dans les différents pays, ça appartient à tous les citoyens. Quand on est en Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens. Quand on est au Mali, c'est tous les Maliens. Quand on est au Bénin, c'est tous les Béninois. Quand on est au Tchad, c'est tous les Tchadiens. Quand on est au Niger, c'est tous les gens du Niger, les habitants nigériens. Hein, ainsi de suite. Et non pas quelques personnes là qui sont minoritaires, ultra minoritaires, qui s'approprient toutes les richesses et qui dealent avec les Occidentaux, qui privatisent toutes les richesses au détriment du plus grand nombre, au détriment du peuple. La réflexion doit porter dessus. Je m'adresse là particulièrement aux diplômés là. Parce qu'en règle générale, ce sont eux qui ont pion sur rue. Ce sont eux qui ont les micros, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et de dire que, attendez, vous trouvez normal de botter en touche ou bien de faire diversion quand on sait que aujourd'hui on a suffisamment de recul à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe. Hein? Là, la production qui vient de sortir, si on était dans les années 60-70, ce serait réservé qu'à des gens très avertis, hein, autour du fouet de Boigny.
Parce qu'il paraît même que Houphouët-Boigny lui-même à l'époque savait beaucoup de choses, dans les années 50 déjà. Mais il disait que par manque de moyens, et puis même il disait qu'il fallait mettre de côté pour les générations à venir. Mais les générations à venir, on y est. Nous sommes au 21e siècle, parce qu'Houphouët-Boigny c'est le 20e siècle. Mais il faut regarder donc dans ses discours quand on sait que lui, il était le père de la France-Afrique, mais quand bien même, il disait qu'il fallait mettre de côté, comment on appelle, réserver le pétrole pour les générations à venir. Mais les générations à venir, mais les gens n'ont pas de quoi manger, les gens n'ont pas de quoi soigner, les gens n'ont pas de quoi s'éduquer. Et donc, à qui? À vraiment une minorité. C'est la question qu'il faut se poser. Et tu vois, est-ce que c'est normal? Et j'en profite là aussi pour donner mon point de vue sur ceux qui, en Afrique, vont dire « moi je suis de gauche, moi je suis de droite », ou alors ceux qui disent « moi je suis libéral ». Mais c'est de la connerie, c'est de la connerie. Mais franchement, moi ça m'impressionne parce que je me dis « mais tous les grands penseurs africains, je prends l'occurrence la Cheikh Anta Diop entre autres, et puis d'autres aussi, c'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on réfléchisse par nous-mêmes notre situation réelle, hein, nos cultures. Alors que non, les mecs, évidemment, on me dirait c'est normal, ils ont été à l'école française, ils ont été à l'école occidentale. Oui, mais heureusement qu'il y a des gens qui ont été à cette école-là, je pense à Cheikh Anta Diop là en l'occurrence, même moi-même aussi, enfin quand je dis moi-même, je dirais, on n'est pas condamné, c'est ça que je vais dire, voilà, heureusement. Cheikh Anta Diop a fait la Sorbonne, hein, il a présenté son doctorat et tout ça là-bas, hein, de différentes matières, hein, les sciences, l'histoire et tout ça, et puis l'égyptologie, et pour autant, il a remis en cause tout le système occidental. Il a dénoncé toute l'escroquerie. Or là, hein, il a dénoncé toute l'escroquerie. Or là, on a des diplômés là aujourd'hui qui, ce qui les intéresse, c'est le matériel. Voilà, et puis leur petit nombril. Hein. Leur petite famille, petits amis là, et puis c'est bon. Hein, on peut tuer le peuple, on peut l'oppresser, on peut lui couper la tête, un peu comme le jeune Kofi là qu'a fait M. Ouattara. Et puis la vie continue. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc nous, en tant que panafricains, alors je me présente. Djoubian, ça c'est mon surnom sur le net, et puis accessoirement, je suis spécialiste de la France. Mais au fond, je dis quoi? Je dis, mais il faudrait qu'on nous dise aujourd'hui quel est l'état réel de M. Ouattara. Ben oui, parce que les images qu'on nous a montrées quand ils l'ont fait sortir là récemment, bon, d'aucuns disent que c'est, comment dire, pas lui-même, que c'est quelqu'un d'autre qu'ils ont mis comme ça, d'autant qu'il a gardé le masque. Mais la meilleure façon, c'est qu'il puisse s'adresser aux Ivoiriens, hein, pour dire que voilà sa situation, il est guéri, il n'est pas guéri, il est malade, il n'est pas malade, enfin bon, qu'ils disent des choses aux Ivoiriens. Or là, ça fait un moment déjà qu'on n'a pas entendu parler ce monsieur. Donc on peut nous montrer toutes les images du monde, à partir du moment où il n'enlève pas son masque, parce qu'à un moment donné aussi, il faut enlever son... De toute façon, on a des images où M. Ouattara a enlevé ses masques à maintes reprises, hein, notamment quand il a reçu M. Gbagbo fin juillet. Hein, c'est lui qui a incité M. Gbagbo à enlever son masque, donc il n'a pas ce problème à ce niveau-là. Donc là, comme aujourd'hui on a beaucoup de doutes à savoir s'il est vivant ou mort, eh bien qu'ils viennent s'adresser au peuple ivoirien avec en enlevant le masque et puis parler. On va faire un minimum d'efforts pour savoir si c'est lui ou si c'est, comment on appelle ça, quelqu'un d'autre qu'on a pris. Parce que, figurez-vous que j'ai écouté pas mal de frères là, qui font des vidéos également aussi, et puis j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Alors je vous fais part, il y en a d'autres qui connaissent peut-être. Mais moi je suis quelqu'un qui aimait beaucoup le président Idi Amin Dada. Hein, c'était l'ancien président de Ouganda. Parce que c'était quelqu'un qui était très déterminé pour affronter l'Occident. Il n'a pas eu le soutien, évidemment, comme d'habitude, de ses pairs. Et du coup, il était livré à lui-même. Mais il paraît qu'à l'époque, eh ben, il avait détenu des Israéliens et ils ont réussi, les Israéliens, à fabriquer, comment dire, à faire une mise en scène, hein, quelqu'un d'autre qui ressemblait au président Idi Amin Dada. Je ne connaissais pas cette histoire-là, je l'apprends là récemment maintenant avec le problème de M. Ouattara. Mais c'est extraordinaire. Voyez-vous? Donc ils ont réussi à faire libérer les otages israéliens, hein, par ce biais-là. C'est-à-dire que, paraît-il, les gardes du corps, le président lui-même et tout ça, donc ils sont allés, donc les gens ont vu, ils ont vu que du feu. Voilà. Et après, il y a eu du démenti par lui-même, mais c'était trop tard. Mais c'est pour vous dire que déjà à l'époque, ils ont réussi ces trucs-là. Alors aujourd'hui, un peu comme dirait le frère JJ, que j'aime beaucoup, parce que je dis toujours qu'il a son accent et puis il est très averti, hein, JJ. Hein, voilà. Ce qu'il dit a beaucoup de sens, hein, dans ses observations et ses analyses. C'est clair. Donc là, cette expérience-là, je ne la connaissais pas, et pourtant, Dieu seul sait si j'aime beaucoup le président Idi Amin Dada, et puis j'ai dit qu'il y a un film même qui a été fait sur lui, interprété par Whittaker. Vous voyez, hein, le dernier roi d'Écosse.
excellent. Enfin bon, il y a quelques trucs comme ça qui montrent pas tout, naturellement, mais il y a des interviews de lui-même, voilà, c'est ce qu'il faut faire, il faut aller regarder ses interviews. Hein. Quelqu'un qui était direct, hein, qui disait qu'à l'époque, les Blancs, ils nous ont opprimés, maintenant, nous, comme lui, il était président, il était un grand chef, mais il se faisait porter par les Blancs, les Anglais, tout ça. Il était extraordinaire, hein. Je crois qu'il est mort à l'âge de 80 ou 82 ou 83 ans en Arabie Saoudite, voilà, parce qu'il était réfugié là-bas comme ils ont accepté, il était allé là-bas, quand il a quitté le pouvoir, quand ils l'ont fait partir du pouvoir. L'Occident a mis la pression au maximum parce qu'il les dérangeait énormément. Il marchait pas ses mots, il était très à l'aise, un homme libre, c'était un homme libre. C'est pas les nègres de maison que nous avons aujourd'hui, hein, avec la liste que je continue à citer, hein, M. Alassane Ouattara, M. Macky Sall, hein, l'autre franc-maçon du Congo, Sassou Nguesso, hein, tout ce beau monde-là, voilà, des nègres de maison. Ils sont rien d'autre, n'en déplaise à les Claudiciards. Je ne sais pas s'il a... Faites-lui parvenir ma vidéo, parce que je pense qu'il a dû la voir. Voilà, là tu reviens plus là-dessus, Claudie, sur le fait que oui, il ne faut pas dire nègre de maison, mais plus que jamais, ils n'ont jamais été aussi brillants au XXIe siècle, les nègres de maison. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de noirs, quand l'esclavage perdurait, qui étaient actionnaires, qui siégeaient dans des conseils d'administration, dans des sociétés qui brassent des milliards. On est d'accord. Donc, je fais une définition simple. Je dis que tous ceux aujourd'hui qui ont les moyens et qui font rien, qui ont le pouvoir et qui font rien, c'est-à-dire qui prennent aucun risque, mais c'est ceux-là que j'appelle les nègres de maison. Parce qu'à côté de ça, il y a des gens très courageux. Je pense à le frère Kémy Séba, je pense au frère Moizoulou, je pense au frère, enfin la sœur Nathalie Yamb, à la sœur Fofana au Mali, la jeune génération, très brillante, très courageuse, voilà. Entre autres, hein, entre autres. Donc, tous ceux qui prennent des risques, voilà, ça c'est, ils s'opposent aux nègres des maisons qui prennent aucun risque, qui sont là, qui profitent du système, et puis qui sont des opportunistes. Parce que quand nous autres, hein, les panafricains, quand on aura gain de cause, eh bien, évidemment, vous pensez bien, ils vont tourner facilement leur veste. On les connaît, on les connaît. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, le cas qui n'est pas avéré, puisque les analyses ont été faites maintenant et ont été vérifiées, il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, donc on ne sait pas quelles sont les motivations réelles de M. Ouattara. C'est du cynisme. Et dire ça, c'est vraiment peu que de le dire, parce que eux, ils n'en sont pas à ça près. Vous comprenez? Mais j'ai dit qu'il faudrait qu'ils s'expriment. J'ai dit, beaucoup d'Ivoiriens demandent à ce qu'ils s'expriment, hein, là maintenant, pour qu'on sache quelle est sa situation. Ou s'il est alité, c'est-à-dire qu'il est en état végétatif, c'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à manger, tout ça. Bon. Mais qu'on le dise officiellement aux Ivoiriens, c'est nécessaire. Et non pas là, en train de faire des manigances. On entend dire que, ça y est, il y a eu un décret ou je sais pas quoi pour la nomination au poste de vice-président de son fils ou son frère, on ne sait pas. Une photocopie là, voilà. Du n'importe quoi, République bananière, là encore, bon, c'est aussi peu que de le dire. Mais les Ivoiriens, le peuple ivoirien ne doit pas laisser cette occasion-là, où je vous dis, maintenant là, c'est très intéressant au sens où il y a une coïncidence. Il y a les élections présidentielles en France en avril 2022, donc dans 7 mois, 8 mois. Et là, il faut arracher notre indépendance et notre souveraineté. Voilà. Parce que l'oligarchie française, les dirigeants français, ils sont fébriles là, à cette période-là. Voilà. Ils ne sont pas à l'aise. Donc, il faut vraiment en profiter. Et puis d'autres pays aussi, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, comment on appelle, a une part très importante sur le plan économique, dans la zone CEDEAO, hein, l'Afrique de l'Ouest, là. Mais en fait, on se dit moi je me dis toujours, mais il y en a qui veulent se contenter. C'est ça le problème. Hein, la deux écoles. Ceux qui veulent se contenter, et puis ceux qui veulent qu'on sorte, comment dire, de cette prison-là, dans laquelle nous sommes. Hein, le syndrome, comment dire, de la plantation. Il ne faut surtout pas dire... comment dire, le syndrome de Stockholm, hein, parce que le syndrome de Stockholm, il a existé, il a concerné, comment on appelle ça, une situation bien déterminée. Là, en ce qui nous concerne, nous, les Noirs, nous, les Africains, il faut plutôt utiliser le terme de syndrome de la plantation. Voilà. C'est-à-dire que des esclaves qui sont dans les champs, et il y en a qu'on va essayer de vouloir libérer, et qui vont dire non, 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 je ne vais pas prendre ce risque-là, je préfère rester toujours dans mon état d'esclave. Hein, ça donne des Macky Sall, ça donne des Alassane Ouattara. Bon, cela dit, eux, évidemment, on ne peut pas comparer comme ça parce que voilà, c'est des bourgeois. Mais ce sont des miettes qu'ils ont quand on compare à ce que gagne justement l'État français ou les Occidentaux. C'est ça. Et tout ça au détriment
du peuple qui est le propriétaire de ces biens-là, propriétaire de toutes ces richesses. C'est ça. Donc le combat que nous devons continuer à mener et qu'on ne lâchera rien, naturellement. Et puis autre chose, la sœur Yamb, qui est très brillante, hein, elle a fait une dernière vidéo où elle parlait de son voyage en République centrafricaine. C'est fabuleux, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain. Comme on dit chez nous, c'est quand tu es sous l'arbre que tu apprécies ici l'ombre. Donc elle a été sur place et elle fait sa dernière vidéo. J'ai envoyé un petit commentaire en lui disant, voilà, madame, écoutez, il y a la version anglaise hein, que vous avez oubliée. Elle a dit, non, 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 c'est prévu. Bon, qu'elle n'était pas tout à fait disponible, c'est pour ça qu'elle a balancé juste la version française, mais c'est prévu dans les jours suivants pour la version anglaise. Et autre chose que je lui ai apporté comme précision, parce que dans cette vidéo-là, elle parlait, alors elle a utilisé l'expression qui est connue, hein, elle met entre guillemets, et je dis, il n'y a même pas de guillemets à mettre, il ne faut pas le dire. Et elle a reconnu, je lui ai dit, en fait, très souvent, voilà, l'expression qui est utilisée par les colonialistes, c'est de parler de scandale géologique. Non, parce que j'ai dit, vous allez remarquer que c'est réservé qu'à l'Afrique. Quand on trouve les richesses dans les autres continents, notamment en Europe, je pense toujours à le pétrole qu'ils ont là, sur la mer du Nord, là. Hein, les Norvégiens, quand on trouve ça là-bas en abondance, c'est pas un scandale géologique. Donc, pourquoi quand c'est en Afrique, ça devient un scandale? Non, c'est pas un scandale du tout. Parce que, vous voyez, c'est des gens, justement, on a changé d'époque. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'utilise toujours le terme de fort de l'expérience que nous avons. Hein? Ou alors, comme dirait le brillant Cheikh Anta Diop, hein, il faut vous armer en sciences, armer jusqu'aux dents. Et il dit, à connaissance égale, la vérité triomphe. Moi, ça me plaît trop. À connaissance égale, la vérité triomphe. Bon. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que il faut enlever dans votre esprit, ce que j'ai appelé même, c'est du terrorisme, hein, c'est du terrorisme intellectuel. Ben oui. Non, parce que c'est fait exprès. Et du coup, il y a beaucoup de, comment dire, frères africains ou sœurs africaines qui utilisent ce terme-là comme ça. Bon, il n'y a même pas à mettre en guillemets. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Voilà. Et je dis, vous qui avez pion sur rue, vous qui avez l'occasion de pouvoir parler sur les grandes chaînes, mais dites-le ouvertement. Il faut dire que c'est pas un scandale, c'est la nature qui a doté et c'est naturel. Et oui, parce que j'ai dit, regardez-moi, toujours j'ai dit mon bon sens. Quand il y a eu à l'époque, rappelez-vous, la faim qui a sévi, comment on appelle ça? Je crois que c'était en Éthiopie, voilà. En Éthiopie, qui avait mobilisé tous les gens du showbiz, notamment Michael Jackson, avec Lionel Richie, qui ont écrit la chanson We Are the World. Rappelez-vous, bon, hein, dirigé par Quincy Jones, la grande star. Bon, mais au fond, pour récolter des fonds pour aider l'Éthiopie. Mais là, j'ai dit, quand il y a la famine, quand il y a comme ça toute cette misère-là, eh ben là, il ne parle pas de scandale. C'est normal. Mais quand par contre on trouve des richesses au sous-sol africain, eh ben là ça devient scandale. Non, moi je m'inscris en faux. Voilà. Ah ben oui, je m'inscris en faux. Parce que je vous dis, moi c'est concours d'honnêteté. Et donc je dis, il faut les clouer le bec, ces gens-là, leur dire, mais attendez, pourquoi vous parlez de thème? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, de mon point de vue, c'est du mépris vis-à-vis de l'Africain. Quand on dit scandale géologique, là, c'est du mépris. Parce que, d'une certaine façon, quand vous analysez un peu avec le recul, moi, de mon point de vue, hein, j'ai dit, mais ça veut dire qu'eux, ils estiment que nous, on ne devait pas l'avoir. Voilà, ça ne devait pas être là-bas. Donc, le fait que ça soit là-bas, c'est pour ça que ça devient un scandale géologique. Mais non, non. Hein, je me rappelle, il y avait un professeur français qui s'appelait Bataille, là, il est décédé maintenant il y a quelques 10 ans. Mais lui, c'était vraiment, à chaque fois qu'on l'invitait, il disait que c'était le premier truc qui sortait. Et moi, c'est à partir de lui que j'ai commencé à réfléchir en disant, pourquoi tu utilises le thème de scandale géologique? Non, c'est pas un scandale, c'est normal. Et d'ailleurs, je pense, sans être un spécialiste, hein, toujours mon bon sens, je dis, mais si on dit que l'origine de l'homme, c'est en Afrique, mais c'est pour ça qu'il y a tout ça là-bas. C'est ça l'explication, à vrai dire, à vrai dire. Voilà, moi je peux faire de très brillantes machines et tout, mais c'est du bon sens. Et puis je dis, j'associe toujours mon bon sens plus, comment dire, mon honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est ça qui m'aide à avancer. Et puis, dans les débats comme ça, dans les réflexions, voilà, j'arrive à sortir la tête de l'eau. Et non pas à faire comme la plupart des gens, et utiliser des termes, j'allais dire, par facilité. Non, non, non. Toujours pareil, dans ma réflexion aussi, c'est quand ils vont dire, oui, c'est théorie du complot. Je dis, écoutez, à mon petit niveau là, hein, je dis que le complot, il est inhérent. Hein, c'est-à-dire qu'il est lié aux relations humaines. Voilà. Maintenant, il y a différents types de complots. Vous avez les petits, vous avez les moyens et les grands complots. Eux qui nous interdisent, qui font du terrorisme intellectuel, ils sont dans les grands complots. C'est la raison pour laquelle
ils font ça pour ne pas qu'on dise c'est un complot. Or, c'est en permanence. Hein. Quand ils se réunissent pour l'OTAN, même l'ONU, tout ça, c'est des complots. Parce que, regardez, ça a été créé, ces organisations-là, depuis 1945, après la Seconde Guerre. Mais ça donne quoi? Il y a des morts partout, en Afrique en particulier. Alors, donc, ils tiennent des réunions où ils disent, voilà nos plans. Mais c'est connu. Donc, ça me tue que des gens qui sont diplômés, mais ils sont là. Évidemment, je dis, c'est ce qui distingue l'intellectuel du diplômé, c'est, en fait, l'intellectuel, il va élever le débat, il va agir pour éclairer le peuple. Alors que le diplômé, lui, il pense qu'à sa gueule, il pense à sa petite panse là, son estomac, pense à sa cupidité à gagner matériel là, dans son petit coin. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui, c'était pour donner un petit peu mon point de vue par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Et puis, j'y reviendrai naturellement pour d'autres sujets, hein, parce que c'est important hein, d'éclairer le peuple. Et puis, pouvoir avancer, pouvoir sortir là de cette servitude volontaire. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, à très bientôt. Merci bien.